Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quatrième vendredi de l'eau et de l'aménagement. Bien, je vous propose de démarrer sur ce webinaire, donc ce vendredi de l'eau, de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, pour rappel, c'est un rendez-vous mensuel d'une durée d'une heure qui se veut, en fait, j'allais dire, très efficace, qui veut dire qu'on vous délivre un niveau d'information essentiel qui va sur l'essentiel de la thématique qui est traitée. Et puis, les intervenants, bien sûr, peuvent être sollicités à l'issue de la réunion ou, ou directement par le SMEAG. Donc, pour celles et ceux qui ont suivi ces webinaires, on en avait un qui était initialement prévu en janvier, voilà, qu'on a décalé au mois de mai, puisque, comme vous le savez, on a eu un changement de responsable dans notre équipe. Et donc, aujourd'hui, ce webinaire destiné au risque inondation. Tout au long de l'échange, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'interface questions-réponses. On essaye d'y répondre en direct et sinon, de toute façon, ce sera remis en ligne sur la page Internet qui s'affiche. Donc voilà, dans les foires aux questions et donc on pourra apporter des précisions au fur et à mesure. Les intervenants ce matin, et je les remercie d'avoir bien voulu se joindre à nous. Donc, moi-même, Vincent Cadoré, donc je suis responsable du pôle gestion intégrée des ressources en eau, donc au SMEAG. Donc, le SMEAG qui est la structure porteuse du SAGE et qui a vocation à travailler, j'allais dire, de manière plus appuyée sur la question des inondations avec le projet de reconnaissance EPTB, établissement public territorial de bassin, qui est en cours. Ensuite, donc, nous accueillons Marie Yvot du CEPRI, Centre européen de prévention du risque inondation, qui nous présentera, la structuration des politiques inondation à l'échelle européenne et nationale. Marion Harlet, animatrice du SAGE Nest et Rivière de Gascogne au Conseil départemental du Gers, nous présentera différents exemples d'aménagement. Et puis ensuite, Martin Salès de la métropole de Toulouse et Claire Kerviel du SMEAG nous présenteront deux exemples de déclinaison opérationnelle de ces politiques inondations avec du coup les programmes d'action et de prévention des inondations qu'ils pilotent. Donc ça, voilà, je l'ai dit, donc écrivez vos questions dans le chat dans l'interface questions-réponses. Et puis ici, vous avez une carte de situation en fait du secteur sur lequel on travaille. Donc à la fois la vallée de la Garonne, mais aussi et bien sûr les affluents et notamment les nestes et rivières de Gascogne qui sont en interaction, euh, je vais dire continue avec la Garonne. Et donc nous travaillons à cette échelle globale. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Marie Evo. Merci. Alors Marie, je crois que votre micro est coupé. Voilà, très bien. Bonjour, bonjour à tous. J'ai vu les diapos arriver, elles sont reparties aussi vite. Est-ce que vous projetez? Il faut que je clique sur le PowerPoint. D'accord. Ok. Ah, voilà, Voilà, super. c'est en train d'arriver. Très bien. Voilà, c'est à moi de les faire défiler, c'est ça? Voilà. Très bien. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran avec la diapo verte? Oui, très bien. Ben, c'est parfait. Alors, j'ai un quart d'heure montre en main pour vous dire tout sur le risque inondation. Donc, bah, écoutez, accrochez vos ceintures. Il y a peut-être des choses que vous savez déjà, d'autres qui sont un peu plus complexes. Je vais essayer à chaque fois de vous dire où trouver l'information pour aller plus loin. Donc, on va commencer très rapidement sur les inondations pour qu'on se mette tous bien d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un seul type d'inondation et qu'il faut toujours, même dans un grand bassin versant comme celui qu'on vient de voir à l'écran, il faut bien comprendre à chaque fois quelle est l'inondation dont on parle. Alors, ce petit clin d'œil, je vous rassure, toutes les autres diapos sont en couleur, mais ce petit clin d'œil pour vous rappeler qu'une crue lente,
C'est une crue comme celle de 1910 à Paris, où la décrue dure 2 mois et demi à 3 mois, où on prend le temps d'être inondé, on prend le temps de se demander si ça va s'arrêter un jour. Donc ça, une crue lente, c'est ça en fait. Et les diapos, les photos, les cartes postales de l'époque montrent bien les choses. Un cours d'eau rapide, c'est comme à Draguignan en 2010, mais vous en avez plein d'exemples. Et là, bon, cette photo est assez terrible parce que du coup, elle est en couleur et vous voyez que c'est pas de l'eau propre, hein, et ça arrive très vite et vous voyez à quel point ça peut submerger les choses. Alors, si vous voulez en savoir plus sur différents types d'inondations, il y a un site qui s'appelle Catastrophes naturelles, qui est fait par la CCR, qui est très bien. On pourra vous redonner le lien exact si vous le souhaitez. Peut-être que quelqu'un peut le mettre dans le chat. L'inondation, c'est aussi de la remontée de nappe. Dans la Somme en 2001, on avait des sols gorgés d'eau qui ont fait que c'est la nappe qui est remontée. Et là, à la différence de l'inondation par débordement rapide à Draguignan, là, bah, on se rapproche un petit peu plus finalement d'une crue lente comme la crue de la Seine, parce que ça met beaucoup de temps à décroître. Voilà, ils ont mis 1 mois et demi à voir la décrue. L'inondation, c'est aussi du ruissellement. Alors le ruissellement, ben, il peut être quand on est à la campagne, là dans l'Aude, en 2005, bien vous avez de l'eau un peu partout qui arrive par les coteaux et qui ne s'infiltre pas, mais donc on peut être loin d'un cours d'eau, mais être inondé par le ruissellement. Après, le ruissellement urbain et la saturation des réseaux, c'est comme ce qui nous est arrivé en Corse en 2020, là avec les orages. Et là, ben, on a c'est pareil que pour la photo d'avant, on n'infiltre pas, hein, mais là, on n'infiltre pas parce que ce sont les réseaux qui, eux, prennent les eaux pluviales qui sont saturées. Et donc, le résultat, il est un peu moins poétique que sur la photo d'avant. Vous avez des geysers là où les eaux pluviales jaillissent, là où les canalisations pètent. Et puis, vous avez donc beaucoup de toutes ces eaux usées, en fait, puisque le réseau pluvial, la plupart du temps, est mélangé avec le réseau d'eau usée, elles reviennent dans la ville. Donc, en fait, c'est pas de l'eau propre. Au début, c'est de l'eau propre, mais après, ça devient de l'eau très sale. Il ne faut pas oublier que les inondations, c'est aussi la rupture d'ouvrage. Et je crois que vous avez quelques ouvrages dans votre territoire. Là, on vous a mis celui qui est le plus connu, et j'ai fait exprès de partir un petit peu à l'étranger, à la Nouvelle-Orléans. Mais voilà, la rupture d'ouvrage, elle est rapide. On croit qu'on est protégé, et puis tout d'un coup, tout déferle. Donc ça, c'est quelque part, c'est l'inondation la plus dangereuse, avec bien sûr le débordement torrentiel, la crue torrentielle en montagne. Et pour ne rien oublier, nous avons aussi l'inondation par submersion marine. Et là, c'est les photos de Xynthia qui montrent comment c'est tout le paysage à très grande échelle qui est reconfiguré. L'eau n'est plus à sa place, la terre est plus à sa place. Enfin, voilà, on est dans quelque chose qui est encore plus vaste. Les inondations en France, ça touche tout le monde. Vous voyez cette carte qu'on a fait faire par la CCR en s'appuyant sur des critères propres à la CCR, puisque pour eux, les catastrophes, la gravité des catastrophes est reliée au coût, mais un coût qui est calculé par des assureurs. Donc, c'est pas le coût global d'une inondation, c'est le coût de réassurance. Donc, en bleu, vous avez l'ensemble des territoires qui ont été touchés récemment par des catastrophes de gravité forte, selon ce critère. Et puis, on leur avait demandé de différencier, de aussi cartographier les territoires, c'est les petites taches jaunes, orange et rouge, où la gravité était peut-être moins forte, mais ça revenait souvent.
il y avait une occurrence d'au moins 5 reconnaissances CatNat inondations. Tout ça a été fait sur la période 1995-2019. Oui, la Caisse centrale de réassurance étant le réassureur public des assureurs. Et donc, ça complète la carte quelque part. Et c'est ce qui nous fait dire que l'inondation, quelque part, elle pénalise durablement les territoires, parce que ce soit pour une catastrophe grave ou que ce soit par une répétition d'inondation, ça pénalise l'ensemble du territoire. On n'a pas attendu la directive européenne inondation en France pour s'intéresser à l'inondation. Et d'ailleurs, c'est intéressant avec cette frise de comprendre comment les dispositifs réglementaires ont été mis en place à chaque fois en réaction à une catastrophe. Il faut quand même remonter, quand on parle de nos PPR, qu'on connaît bien, il remonte au plan de surface submersible de 1935. Donc, ils ont évolué au fur et à mesure. Il est vrai ils ont été institués vraiment par la loi Barnier en 95 suite aux inondations de Vaison-la-Romaine en 92, mais ils existaient déjà avant sous la forme de PSS entre les deux guerres. Après, en 82, il y a eu les plans d'exposition aux risques naturels, etc. Donc, la directive inondation que vous connaissez peut-être pas, mais qui est celle qui réglemente la gestion du risque en France comme dans tous les autres États membres européens, eh bien, elle n'est que de 2007, mais la France, de par son exposition très forte aux inondations, a une histoire importante de dispositifs de prévention de l'inondation. Et d'ailleurs, la France a alimenté et a nourri la directive inondation européenne. L'autre chose intéressante à comprendre, c'est que on a, pour pouvoir protéger les biens, les personnes, pour pouvoir rendre service au territoire, il a été mis en place un dispositif, le dispositif CatNat en 82, suite aux grosses inondations du Rhône et du Sud-Ouest, pour que les gens puissent refaire leur vie après une inondation et donc être dédommagés. C'est un dispositif pareil, qui n'est pas un dispositif européen et d'ailleurs que beaucoup d'États membres nous envient. Un dispositif qui aujourd'hui est très mis à mal par la répétition des catastrophes naturelles et les assureurs parlent aujourd'hui d'un mur assurantiel. Ils disent que certains disent que c'est dans 2 ans, d'autres dans un peu plus longtemps, mais que bientôt on ne va plus pouvoir faire fonctionner ce dispositif CatNat qui consiste tout simplement à dédommager les personnes qui étaient assurées, pas assurées pour les risques naturels. Dès qu'on est assuré pour son habitation, on est censé pouvoir être indemnisé au titre du dispositif CatNat, qui est une mutualisation sur l'ensemble du territoire d'un fonds qui nous permet, d'un montant qui nous permet d'assurer une solidarité au niveau national. Après, en 95, donc un petit peu plus tard, avec la loi Barnier, il y a eu l'idée de dire, mais c'est bien gentil d'indemniser les gens, mais il faudrait peut-être aussi faire de la prévention. Donc, c'est là que les PPRN ont vraiment été correctement institués et bien développés pour l'idée de dire qu'il fallait moins exposer. Et puis, il y a ce fonds Barnier qui a été aussi créé à l'origine pour faire de la prévention et pour faire surtout à l'origine pour de la délocalisation d'enjeux dans les espaces de crues lentes. Et c'est à ce moment-là aussi que les plans grands fleuves ont commencé, et c'est d'ailleurs avec le plan grand fleuve de Loire moyenne créé par le CEPRI, enfin l'ancêtre du CEPRI, l'équipe pluridisciplinaire Loire Grandeur Nature. Le CEPRI, je ne nous ai pas présenté, étant une association d'élus de collectivités nationales pour aider à l'expertise sur la prévention de l'inondation. Donc, ensuite, l'autre chose importante, c'est la création des PAPI. Et là, je crois que vous allez en parler dans le reste du webinaire.
Les PAPI, c'est le dispositif, le dispositif vraiment important de prévention de l'inondation. C'est une contractualisation entre l'État et les parties prenantes, donc les collectivités gémapiennes. Gémapienne, c'est gestion du milieu aquatique et de prévention de l'inondation. Le PAPI, encore une fois, vous voyez, il est avant la directive inondation de 2007. C'est un dispositif qui existe, qui est français, qui a été porté au niveau européen, et même certains de nos membres ont commencé des PAPI avant 2002. Donc, l'idée, c'est de contractualiser entre l'État et les parties prenantes un certain nombre d'actions pour accéder à des financements. Donc, on met autour de la table, c'est comme un PPA, en fait, pour les acteurs de l'aménagement. Vous connaissez les PPA, les plans partenariaux d'aménagement. Eh bien, on met autour de la table les gens qui ont de l'argent, dont l'État, et l'État et son fonds Barnier, mais pas que. Les collectivités, départements, régions, le conservatoire du littoral, le parc naturel, l'agence de l'eau, etc. Et on dit, maintenant, on se met d'accord sur ce qu'on va faire. Et il y a 7 axes dans un PAPI. Et pas seulement des ouvrages structurants, il y a aussi tout un tas de choses, dont un axe sur l'urbanisme, l'axe 4, et un axe sur la réduction de la vulnérabilité individuelle du bâti. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un PAPI, ça va ajuster, il va y avoir un ajustement entre ce qu'on peut faire au niveau collectif et ce qui reste du ressort de l'individu. C'est-à-dire que dans un PAPI, on fait une analyse coût-bénéfice et on se dit, avec l'argent dont on dispose, on va pouvoir mettre en place des ouvrages, des choses collectives, mais on ne pourra pas tout. Et donc, il y a un moment où les gens, il va falloir qu'ils se protègent et on va les aider à se protéger eux-mêmes. Voilà, c'est la diapo la plus compliquée. Très rapidement, je vous montre que, puisque je n'ai plus que 4 minutes, sur votre bassin, le bassin sur lequel vous êtes, il va y avoir un certain nombre de dispositifs mis en place par la directive européenne, des TRI, des territoires à risque important. Alors, si vous zoomez sur la diapo, vous voyez des petites hachures bleues. Un territoire à risque important, ce sont des territoires où il y a de l'enjeu. Donc, la directive européenne, ce qu'elle demande aux États membres, c'est d'identifier les territoires à risque important et de rapporter tous les 6 ans ce qu'ils font sur ces territoires, s'ils en ont créé des nouveaux, et quels sont les dispositifs, quel est le risque et quelle est la stratégie de prévention de l'inondation que l'on fait sur ces TRI. Donc, dans votre bassin, vous avez 20 TRI, et puis sur l'application française de la directive européenne impose pour chaque TRI d'avoir une SLGRI. Et là, les taches de couleur correspondent au périmètre des SLGRI. Et c'est très variable au niveau national. Et d'un bassin hydrographique à l'autre, on ne va pas avoir la même façon de travailler. Il peut y avoir des SLGRI très grandes, d'autres resserrées sur le TRI. Il y a des SLGRI qui ont le même périmètre que le PAPI, ou plus petites ou plus grandes. Voilà, c'est un peu à la disposition des collectivités. Il y a deux choses qui ne sont pas à la disposition des collectivités, qui sont faites par l'État. C'est le PGRI, c'est une stratégie globale sur le bassin, et puis la définition des TRI. Après, les SLGRI sont pour la plupart portés par les collectivités en copilotage avec l'État, et ensuite le PAPI est porté par les collectivités. Et dans votre territoire, vous voyez les petits points correspondent au PAPI. Donc, sur les 20 SLGRI qu'on a vus avant, il y a 29 PAPI, et dont 20 sur les SLGRI. Donc, vous avez des PAPI qui sont en dehors des stratégies locales. Donc, ça fait un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un emboîtement d'échelle, le PGRI, qui est une stratégie globale à l'échelle de votre bassin versant, de votre bassin hydrographique. Ensuite, des TRI qui sont là où il y a des enjeux importants au niveau économique. C'est aussi une chose importante à dire. Et puis, sur ces TRI, on va avoir des SLGRI qui vont être plus ou moins en relation avec les PAPI, puisque les PAPI, on l'a vu, sont antérieurs à la directive inondation.
Voilà, ça a l'air complexe. En réalité, ça peut être complexe si pour un acteur de l'urbanisme, s'il a à lire en même temps le PGRI, le SDAG, le SLGRI, etc. Mais il faut bien comprendre que tout ça dérive de la même chose. C'est les orientations qui sont dans le PGRI que je vous invite à lire. Dans d'autres territoires, comme le bassin Rhône-Méditerranée, eh ben, ça va pas se passer exactement de la même façon. On va avoir, par exemple, là, tous les papis sont sur des SLGRI. Je vous passe pas tous les bassins, on n'a pas le temps. Ce que je voudrais, c'est très rapidement, si j'ai encore 5 minutes, de vous expliquer maintenant, c'est ma dernière partie d'intervention, quels sont, selon nous, les leviers et les moyens de la prévention de l'inondation. On en a parlé là tout à l'heure. Il y a la question de la protection collective apportée par la collectivité, qui peut être des digues, des barrages ou d'autres choses. Par exemple, les solutions fondées sur la nature, ça en fait partie. Et puis, il y a la protection individuelle que chaque habitant et même chaque usager, chaque acteur économique peut et devrait mettre en place. Et puis, il y a aussi un autre levier qui est l'aménagement du territoire. Et c'est là que c'est très important que vous soyez bien au fait de risques inondation, puisque par l'aménagement du territoire, on peut préparer le territoire à s'exposer moins, à réduire sa vulnérabilité. Puis, réduire sa vulnérabilité, c'est aussi se préparer au relèvement. Le relèvement d'un territoire, on a fait une étude qui a montré que ça pouvait durer 10 ans, le relèvement d'un territoire pas après une inondation. Il y a un risque de déprise du territoire après, puis un risque accru en ce moment parce que l'on entend au niveau assurantiel, c'est-à-dire qu'il y a aussi le risque que les assureurs et les investisseurs s'en aillent. Et puis, il y a un autre levier, c'est la sensibilisation des populations, mais ça, vous êtes bien au fait de ça, puisque maintenant, depuis 2022, on a les journées nationales du risque. Les protections collectives, barrages, digues, les solutions fournies à la nature, ça nécessite de trouver des financements, mais aussi de mobiliser les usagers du sol. C'est ça, les moyens de la prévention de l'inondation, ça va être d'arriver à faire de la concertation. C'est à ça que sert le PAPI aussi. Le PAPI, c'est de l'animation territoriale. On mobilise les élus. Une fois que les financeurs sont d'accord pour se mettre autour de la table, eh bien, il faut aller mobiliser les élus locaux et puis l'ensemble des usagers du territoire. Je vous passe très vite sur les solutions fondées sur la nature que vous pouvez aller voir sur le site de l'UICN et on vient de faire un guide, de mettre à jour notre guide sur les solutions fondées sur la nature. Si vous allez sur le site cpri.net, vous avez tout un tas de guides qui sont à destination de nos membres, mais également de tout le monde. Donc des solutions fondées sur la nature qui permettent d'aménager le territoire, de mieux le permettre de retenir l'eau à la source là où il tombe, plutôt que qui viennent grossir les cours d'eau et après déborder dans les villes. Et j'avais mis un exemple de maîtrise du ruissellement dans le bassin d'Orgivette, qui est loin de chez vous, mais qui est vraiment précurseur sur la façon de mettre en place toutes ces choses. Et vous voyez que vous imaginez bien que là, on est sur du foncier privé, donc il y a beaucoup de travail à faire, de concertation et de convention avec les gens. Les moyens de la prévention inondation, on l'a dit, c'est aussi l'adaptation individuelle. Donc là, il y a besoin de généraliser les diagnostics, mais aussi ce qu'on appelle, nous, les solutions aux bénéfices multiples. C'est un travail que l'on fait depuis plusieurs années, d'essayer de voir comment on peut mobiliser aussi la rénovation énergétique, c'est-à-dire et d'autres types de rénovation, comment est-ce que tout le monde peut se mettre autour de la table aussi, encore une fois, de faire travailler les gens ensemble pour que l'habitant, il ait envie de s'adapter à l'inondation de par l'adaptation quand il commence à vouloir changer sa chaudière pour faire des économies sur sa facture d'énergie. Ça demande une montée en compétence de la filière bâtiment et on y travaille. Vous avez dû voir passer, si vous êtes abonné à notre LinkedIn, des rencontres artisans résilients qu'on vient de commencer et qui marchent super bien. Et puis, on en a parlé, l'aménagement. Aménager autrement avec des SCOT, des PLUI à la bonne échelle, des nouvelles possibilités qui viennent d'être offertes par le décret de 2019 sur les PPRI. Alors, il faut pousser un petit peu les services de l'État pour qu'ils révisent les PPRI, c'est pas évident, mais ça vaut le coup. Ça permet les possibilités offertes par le décret de 2019 apportent beaucoup de choses à l'aménageur. Donc là, je vous renvoie aussi sur ce décret et on pourrait vous faire passer des éléments si vous avez besoin. L'idée, c'est aujourd'hui, il y a plusieurs territoires qui sont assez modèles sur cette façon d'intégrer dans leur SCOT et dans leur PLUI le risque inondation. Et ce qui ressort, nous, de ce que l'on voit dans nos groupes de travail, c'est qu'il y a un grand besoin de former les instructeurs de permis de construire au risque.
Et je vais terminer là-dessus, sur les différents types d'aménagement, les différents principes que l'on peut utiliser dans l'aménagement. Il y en a un qui est très simple, c'est de planifier la répartition des constructions et des activités en fonction de leur vulnérabilité. Donc, on va privilégier plutôt des zones de loisirs près du cours d'eau et puis les PIV plutôt en hauteur, en tout cas loin du débordement. Il y a aussi l'idée de laisser la place à l'eau. Il y a l'idée d'adapter les constructions, ça on en a parlé, mais également d'intégrer la question des réseaux, réduire la vulnérabilité des réseaux. Ça fait partie des choses importantes à penser dans l'aménagement du territoire. On peut envisager des bâtiments à usage multiple aussi qui servent pendant l'inondation. Et puis celui-là, on l'a jamais vu en France et on risque pas de le voir, mais on le donne toujours comme suggestion d'innovation, c'est d'intégrer les systèmes de protection dans l'aménagement urbain. Le dernier diapo, vous trouverez sur notre site internet des études de cas. On a trié un certain nombre de bonnes pratiques, de démarches réalisées par les collectivités, des démarches réussies. On les a triées en 7 familles. On en a fait un jeu de 7 familles qui peut se jouer avec une règle du jeu. Donc, avec des familles qui ont plutôt trait à des projets d'aménagement, une famille qui est concentrée sur les documents d'urbanisme, et puis 3 autres familles sur différents types de mobilisation des acteurs. Tout ça, pour nous, ce sont des démarches qui permettent d'avancer en termes de prévention d'inondation dans l'aménagement, par l'aménagement du territoire. Et j'ai terminé. Merci beaucoup Marie pour cet exercice de synthèse sur ces sujets très complexes. C'est ce que vous disiez, on a un emboîtement d'échelle et du coup comment aller vers l'opérationnel. Et donc on a souhaité vous présenter des exemples issus du territoire d'aménagement un peu exemplaire pour du coup réduire la vulnérabilité au risque inondation. Donc je laisse la parole à Marie-Marlé. Bonjour, vous m'entendez bien? Ok. Alors, effectivement, moi, je vais vous présenter des cas concrets d'aménagement qui ont lieu sur le territoire et qui se situent hors cadre PAPI. Donc, les collègues suivants présenteront des actions PAPI, et là, c'est vraiment hors PAPI. Le premier cas, c'est celui de la restauration des zones d'expansion de crues de l'Osse à l'amont de Vic-Fezensac, puisque la ville de Vic-Fezensac était régulièrement touchée par des crues de l'Osse, donc des crues rapides, comme a été présenté par Marie et vous comme type de risque. Parce que ce cours d'eau a fait l'objet depuis les années 70 de travaux de recalibrage et d'endiguement, ce qui a considérablement modifié ses vitesses d'écoulement et donc qui a qui a augmenté le risque d'inondation. De ce constat, le syndicat mixte des bassins versants de l'Osse, de la Gélise et de l'Ozou, qui est la structure gémapienne du territoire, a entrepris des travaux de réaménagement de la rivière en la renaturant et en reconnectant la rivière avec ses zones d'expansion de crues naturelles, ce qui permet par la même occasion d'améliorer sa qualité hydromorphologique. Et dans ces travaux, il a été aussi question de valoriser le site et de sensibiliser le public à l'espace rivière et au risque d'inondation. Concrètement, ce projet a été plutôt facile à mettre en œuvre parce que ça s'est passé sur des parcelles souvent de l'Office national des forêts, donc des parcelles domaniales, ce qui a permis ces travaux. Donc, la nature des travaux, c'est d'ouvrir des brèches il y a des merlons en fait agricoles le long de la rivière. Donc du coup, on ouvre des brèches, ce qui permet à la rivière, lorsqu'elle est en crue, d'aller épandre ses eaux dans ces zones d'expansion de crue. Et ensuite, avec un travail de fossé, ces eaux vont regagner la rivière sur la décrue. Aussi, un peu plus en aval, c'est 800 mètres de linéaire d'endiguement agricole de merlons agricoles qui ont été arasés pour permettre l'expansion vraiment très fort en rive gauche de l'eau dans les parcelles. Voilà, donc ce type d'aménagement, il fonctionne bien sur des petites crues. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'eau, c'est un bassin versant. Et plus on met de zones d'expansion de crues de l'amont vers l'aval, plus on va réduire le risque d'inondation, puisque l'eau, en fait, elle va s'étaler partout dans son lit majeur. Et du coup, ça va diminuer le risque
d'inondation dans les zones en jeu. Les zones en jeu, c'est les zones où il y a des enjeux économiques ou d'habitation, etc. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, on part du côté de l'île Jourdain, toujours dans le Gers. Donc là, c'est la préservation d'une zone humide prioritaire. Donc, cette grande zone humide de 468 hectares, elle avait retenu l'attention de la commune de l'île Jourdain, puisqu'elle reconnaissait l'importance de la préserver, parce qu'elle offre de nombreux services qu'on nomme écosystémiques. Alors, elle joue d'une part un rôle très important dans la prévention des inondations, mais aussi elle abrite de nombreuses espèces animales et végétales protégées. Et également, elle participe à l'épuration naturelle des eaux qui vont ensuite être captées pour produire de l'eau potable. De ce fait, en 2013, cette zone a été classée comme une zone humide prioritaire par arrêté préfectoral, ce qui conduit à l'élaboration d'un plan de gestion qui vise à identifier les enjeux de conservation, les objectifs opérationnels et des actions nécessaires pour les atteindre. Donc, ce plan de gestion, il a été réalisé par la cellule d'assistance technique aux zones humides, qui sont des structures associatives ou des collectivités qui sont mandatées par l'Agence de l'eau pour accompagner les propriétaires et gestionnaires de zones humides pour une bonne gestion de ces milieux particuliers. Et donc, ce plan de gestion réalisé par la 4ZH, qui est l'ADASIA du Gers en l'occurrence, ça a été fait en étroite coordination avec la structure GEMAPI du territoire, qui est ici le syndicat de la Save, mais également avec les autres acteurs concernés par ce territoire, donc les services de l'État, le département, d'autres associations et les propriétaires et gestionnaires fonciers. Donc, les actions qui sont mises en place, c'est de gérer cette zone humide de manière concertée, de préserver et d'augmenter la biodiversité de la zone, d'améliorer la gestion de l'eau et de sensibiliser le public. Donc, c'est à noter sur ce territoire que c'est la seule zone humide à l'échelle nationale qui ait ce statut de zone humide prioritaire au titre des zones humides d'intérêt environnemental particulier. Elle bénéficie également d'autres outils de protection et de gestion. Elle est par exemple site des espaces naturels sensibles du département du Gers. Et depuis 2022, elle fait l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotopes, puisqu'il y a des prairies adjacentes de Rome dans ces zones humides. Au niveau du PALUIH de la communauté de communes Gascogne-Toulousaine, elle est classée en zone NI, donc zone naturelle soumise au règlement du BPRI. Et du coup, le PALUIH protège cette zone en la considérant comme une limite naturelle à l'urbanisation, ce qui souligne son rôle structurant dans la trame verte et bleue. Et aussi, ça anticipe les risques liés à son enclavement et à l'appropriation qui pourraient compromettre sa valeur collective et patrimoniale. Je dis quelques mots sur les zones humides prioritaires et les zones humides d'intérêt environnemental particulier, qui sont en fait des zones dont la préservation ou la restauration est vraiment cruciale pour la gestion intégrée du bassin versant, mais ça peut être aussi pour la valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique. Et ces donc ZHIEP sont délimités par le préfet et font l'objet de programmes d'action spécifiques qui visent à les restaurer, les préserver, les gérer et les valoriser. Et au sein de ces ZHIEP, on peut inclure des zones stratégiques pour la gestion de l'eau, qui sont donc des zones où il va y avoir des contraintes fortes, puisque ce sont des zones humides qui représentent un intérêt majeur pour la protection de la ressource en eau, et elles peuvent donc faire l'objet derrière de servitudes d'utilité publique pour ce faire, et donc contraindre à l'utilisation des sols. Voilà. Et enfin, le dernier exemple que je vais vous présenter, c'est celui de l'aménagement du bassin versant de l'Esteille. On est toujours à l'île Jourdain. Et là, ce n'est pas seulement les risques de débordement de cours d'eau qui est concerné, c'est aussi l'érosion hydrique des sols et donc le ruissellement qui a été aussi présenté par Marie-Èvo précédemment. Donc, le bassin versant de l'Esteille, donc le petit ruisseau de l'Esteille, il avait été transformé en torrent de boue lors des intempéries de juin 2014 et il avait donc inondé des habitations de l'île Jourdain.
Et avec les impacts des dérèglements climatiques, ce phénomène étant amené à se répéter, la communauté de communes de la Gascogne toulousaine a mis en place une série d'actions pour répondre à cela. Donc, ce petit bassin versant, il se situe à l'est de l'île Jourdain et c'est une zone où 98% de la surface agricole utile, donc les zones agricoles, sont composées de grandes cultures. Ce bassin versant est aussi caractérisé par de fortes pentes et il est donc touché par l'érosion hydrique des sols. Donc, pour lutter contre ce phénomène, la communauté de communes, en partenariat avec le groupement des agriculteurs de la Gascogne toulousaine, accompagne depuis 2021 de nombreux agriculteurs à adopter des pratiques culturales alternatives sur plusieurs centaines d'hectares, ce qui inclut notamment le financement de semences pour éviter que les sols ne soient nus entre deux cultures, ce qui réduit ainsi le risque d'érosion et de coulée de boue en aval. Une deuxième action qui a été réalisée par le syndicat GEMAPI en question, donc toujours le CIGESAV, ça a été de restaurer le ruisseau de l'Esteille, et c'est ce qu'on voit sur les photos ici. Donc, c'était un petit cours d'eau tout recalibré, rectifié tout droit, et donc des travaux ont eu lieu qui se sont terminés en 2020 pour renaturer le cours d'eau, pour reméandrer, donc voilà, avoir un lit plus naturel, planter des arbres, une ripisylve, adoucir les berges pour que l'eau, quand le ruisseau est en crue, que les eaux puissent s'étaler ici, à l'amont des habitations. Et enfin, une dernière action de la communauté de communes a été de maintenir un dialogue avec les riverains qui avaient été touchés par les inondations pour identifier des actions à l'échelle individuelle, comme par exemple la démolition ou le recul de constructions qui étaient en fait illégales en bord de rivière, et la mise en transparence des clôtures. Donc ces actions, ces mesures étaient déjà indiquées dans le PLUI, mais ça n'avait pas toujours été respecté. Donc la communauté de communes avait choisi de dialoguer avec les propriétaires pour rectifier cela. Et la communauté de communes avait aussi voulu acquérir le foncier des fonds de jardin le long du ruisseau de l'Esteille. Mais comme cette action nécessitait en fait que tous les propriétaires soient d'accord pour que l'action soit efficace, mais cela n'a pas été le cas, donc la communauté de communes a abandonné l'action. Voilà. Malgré tout, ce qu'on peut voir avec ce projet, c'est l'importance de la solidarité entre l'amont et l'aval, les actions à faire à l'amont mais aussi à l'aval, la complémentarité, et la solidarité entre les zones rurales et agricoles et les zones urbaines. Voilà, il faut avoir en tête que les eaux pluviales qui traversent les parcelles agricoles en amont se retrouvent en aval dans les zones urbaines et vice-versa. Donc, il est vraiment essentiel de faire le lien pour prévenir les risques d'inondation et aussi de reconnaître que les pratiques culturelles peuvent avoir un impact direct sur la fréquence et la gravité des inondations, mais que grâce à une concertation et au dialogue entre les différents acteurs, par exemple ici, la communauté de communes a réussi à trouver des solutions durables pour protéger les habitations des inondations par débordement de cours d'eau et par coulée de boue. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Je laisse la parole. Merci Marion pour ces exemples très parlants qui nous montrent bien que la problématique des inondations, elle se gère à toutes les échelles et le ruissellement, c'est vrai qu'on en entend, je veux dire, de manière quotidien plutôt parler en milieu urbanisé, imperméabilisé, mais on s'aperçoit bien que voilà, c'est un territoire, un bassin versant à gérer dans son ensemble. Du coup, nos deux dernières interventions donc, qui concernent en fait la présentation d'actions mises en place grâce au PAPI, donc les programmes d'action et de prévention des inondations. Donc, Martin Salès, qui est chef de projet PAPI à la métropole de Toulouse. Et puis ensuite, ce sera Claire Kerviel, qui est chef de projet PAPI sur la Garonne-Girondine. Donc, deux territoires un peu différents. Et donc, vous pourrez voir comment ces outils PAPI s'adaptent et sont issus de la concertation entre les acteurs qui étaient évoqués par Marie. Martin.
Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je vais partager mon écran. Donc là, normalement, il devrait arriver en plein écran sous peu, s'il veut bien. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Ouais. Allez, ok, c'est parti. Du coup, le PAPI de l'agglomération toulousaine, il s'intéresse, voilà, 94 communes. On est sur 4 PCI différents, donc voilà, on voit qu'on est euh, la localisation par rapport au bassin versant de la Garonne, donc une agglomération assez dense. On voit toutes les parties grisées, noires, là, c'est des bâtiments, qui est traversée par la Garonne, qui est rejointe par l'Ariège juste en amont de Toulouse. Et on voit aussi qu'il y a plusieurs affluents. Bon, de moindre taille, mais qui peuvent quand même engendrer des risques qui sont présents. Voilà, Auxonel, Le Touche, Hersemort, pour citer les principaux. Donc voilà, les deux types d'inondations principaux qu'on a sur le territoire, c'est à la fois les débordements de ces cours d'eau dont je viens de parler et les phénomènes de ruissellement. Donc on a un territoire qui est fortement exposé. D'ailleurs, vous l'avez vu sur la diapo précédente, on a un territoire à risque important d'inondation sur 13 communes. Voilà, principalement la commune de Toulouse qui concentre le plus d'enjeux, mais on a aussi d'autres secteurs en jeu importants le long de la Garonne. Donc au total, on a 50 000 logements environ et 90 000 habitants sur les 94 communes qui sont exposées au risque de débordement de cours d'eau. Et sur le phénomène de ruissellement, là, vous pouvez voir que c'est donc toutes les taches jaunes, orange, rouge, ce sont des bâtiments qui sont exposés. Vous pouvez voir que c'est un risque qui est beaucoup plus diffus. Et donc, on a une personne sur trois qui habite en zone inondable par ruissellement environ sur l'agglomération toulousaine. Sur ce qui est de la démarche PAPI de l'agglomération toulousaine, donc elle a été initiée en 2018 avec toute une phase de préparation en collaboration entre Toulouse Métropole, qui est le porteur, et le Muretin Anglo, le Sicoval et la communauté de communes du Grand Ouest toulousain. Donc, dans son état actuel, le périmètre comporte 94 communes. Il va être étendu à 129 communes sur le prochain PAPI puisque là, donc, depuis 2021 et jusqu'à la moitié d'année, on est sur la mise en œuvre du papier d'intention, donc il y a une première phase qui consiste à faire des études pour améliorer la connaissance des risques et définir les actions, les solutions d'aménagement, notamment à mettre en place sur la suite, donc le papier dit complet. De 2025 à 2031, voilà, ce sera sur une durée de 6 ans. Donc là, on est en pleine phase de préparation de ce papier-là. Et au-delà de ces études et des aménagements, le papier d'intention a aussi permis de mettre en place des dispositifs de sensibilisation, d'accompagnement des communes notamment, qui seront reproduits et amplifiés dans le papier complet. Donc là, je me suis concentré sur les actions qui pouvaient intéresser les acteurs de l'urbanisme. Voilà, sachant qu'il y a tout un panel d'actions qui peut être mis en place. Donc, comme ça a été dit précédemment. Donc, on a fait pas mal d'études d'approfondissement de la connaissance au cours de ce papier, notamment les phénomènes de ruissellement où on a acquis une connaissance sur les 94 communes. On n'avait pas de zone inondable identifiée par ruissellement, enfin, on n'avait pas de cartographie. Et donc, maintenant, on dispose d'une carte, je reviendrai dessus après. Et on a aussi amélioré la connaissance assez fortement sur les affluents de la Garonne qui sont indiqués sur cette carte, avec 350 km de cours d'eau qui ont été modélisés, sur lesquels donc, on a affiné la connaissance avec pour différents scénarios de crue. Donc ça, c'est des données d'entrée indispensables pour pouvoir adapter au mieux les projets d'urbanisme par la suite. Et ensuite, on avait donc toute une action d'accompagnement des acteurs de l'aménagement avec voilà, un groupe de travail qui a été initié avec les principaux acteurs locaux, l'agence d'urbanisme, les EPCI, la DDT, la ville de Toulouse aussi, des porteurs de sages dont le SMEAG. Opidea, c'est l'aménageur principal sur la métropole. Voilà, donc pour échanger un peu sur le fonctionnement de chacun, apprendre à mieux se connaître, partager des bonnes pratiques. On a fait également 2 ateliers d'échange de sensibilisation, concertation sur cette thématique-là. Un premier en 2021 avec les communes et les EPCI partenaires. Et un autre là en octobre dernier, justement, avec le CEPRI,
Donc voilà, ça c'était plutôt ciblé sur les principaux acteurs, grosso modo les membres du groupe de travail. Voilà, on a aussi contribué au cours de ce papier à l'élaboration du PLUIH de Toulouse Métropole, donc plan local d'urbanisme intercommunal, et le H, c'est parce que c'est couplé avec le plan local de l'habitat. Voilà, donc là, on a travaillé en collaboration avec les services urbanisme et le service de gestion des eaux pluviales urbaines aussi. Là aussi, je vais revenir plus en détail. Et alors, ce qu'on souhaitait faire, qu'on n'a pas encore réalisé à ce jour, c'est la formation des services instructeurs. Voilà. Et donc, au-delà de ces actions à destination des acteurs de l'urbanisme et au-delà des études, pour la connaissance, on est aussi en train de valider là, actuellement les aménagements qui rentreront dans le papier complet pour limiter les risques. Et on a aussi, bien sûr, un dispositif de diagnostic de vulnérabilité des bâtiments pour accompagner les particuliers et les entreprises à adapter leurs bâtiments en zone inondable quand on n'a pas de solution de protection collective à leur proposer. Voilà, et juste ça, c'est pour dire, pour se projeter sur le prochain papier, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Bon, le constat, c'est que autant les acteurs institutionnels que le grand public, on voit comme une priorité le fait de mieux intégrer les risques liés aux inondations dans l'aménagement. Et donc là, en dessous, vous avez une capture des résultats d'une enquête de perception qu'on a fait sur l'année 2024 avec 366 répondants, où on voit que parmi 12 propositions, la première qui ressort en termes d'attente et celle qui est jugée la plus efficace, c'est d'adapter les règles d'urbanisme et notamment en zone inondable. Voilà. Donc, ça va passer par des formations, notamment, et un accompagnement, des guides. Voilà, tout ça, ça reste à définir plus en détail. Mais comme disait Marie tout à l'heure, il y a besoin vraiment de former, d'accompagner tous les acteurs et de les faire monter en compétences et de nous aussi monter en compétences avec eux. Voilà. Voilà, bon, sur le risque ruissellement, rapidement, pour dire qu'on a donc produit une connaissance fine sur le territoire. Donc, sur l'ensemble des 94 communes, on a défini à l'aide de la topographie, donc la forme du terrain, où étaient les axes d'écoulement principaux et où étaient les emprises inondables. Voilà, et bon, je passe très rapidement. Et sur un tiers du territoire, là où on avait le plus d'enjeux, où les écoulements étaient les plus complexes, on a fait une modélisation affinée plus précise qui nous donne là carrément des classes de hauteur de submersion et des classes de vitesse aussi, et avec une emprise inondable qui a été bien plus affinée. Donc voilà, ça nous permet d'être plus précis sur ces secteurs-là. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on n'a pas énormément de temps. Juste pour dire comment on a exploité derrière ces données-là. Donc, dans le cadre du PLUH de Toulouse Métropole, on n'a pas rentré ça dans le règlement, mais on a rentré ça dans une OAP, donc orientation d'aménagement et de programmation, si je me souviens bien. J'oublie toujours cet acronyme. Donc, une OAP thématique dans laquelle on met des orientations opposables. Donc, c'est pas aussi fort qu'une règle, mais c'est déjà pas mal, où on demande d'éviter de construire autant que possible en travers des axes de ruissellement qu'on a identifiés sur nos cartes et dans les zones de forte accumulation qu'on a identifiées également, d'adapter l'orientation des bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose voilà, d'opposable. Et après, on fait des conseils de mise en œuvre sur la surélévation des bâtiments, sur l'adaptation du type d'équipement, sur le fait de ne pas mettre de pièces sensibles au rez-de-chaussée, de ne pas faire de sous-sol de parking souterrain dans les zones qui sont identifiées comme inondables par ruissellement, parce qu'on sait que c'est des secteurs particulièrement sensibles. Voilà, donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais dans les grandes lignes, c'est ça qu'on a rentré. Et on a aussi des OAP sectorielles, donc thématiques, ça s'applique à tout le territoire. Sectoriel, c'est sur là où on a des projets particuliers d'aménagement, où là, on demande une notice justificative à l'échelle du projet pour indiquer comment est pris en compte le phénomène de ruissellement. Voilà. Euh, on travaille aussi, comme je disais, en lien avec les collègues sur la gestion des eaux pluviales, qui, eux, ont des règles de gestion des eaux pluviales, donc qui s'appliquent pour des pluies non exceptionnelles, on va dire, mais qui peuvent contribuer pour des pluies plus fortes à diminuer les impacts. Voilà. Et donc la suite, l'enjeu, c'est la formation et se structurer aussi pour pouvoir instruire correctement ces nouvelles règles. Et dernière diapo pour dire que sur donc l'articulation et la gestion des eaux pluviales urbaines, donc
voilà, la gestion des eaux pluviales urbaines, elle va se concentrer sur les pluies qui sont faibles à modérées, voire fortes, mais justement, cette frontière entre jusqu'où, enfin, pour quelle pluie le système de gestion des eaux pluviales est dimensionné et à partir de quand il est dépassé, et donc ben, c'est plutôt au GEMAPien de prendre le relais sur la gestion du risque. Ça, c'est un point très important à définir sur chaque territoire. Donc voilà, ça c'est un travail qui est en cours sur le territoire de la métropole, puisque le schéma directeur de gestion des eaux pluviales est en cours d'élaboration. Il y a aussi des questions de répartition, de maîtrise d'ouvrage, de répartition financière, de gestion des ouvrages aussi derrière qui se posent. Donc l'élaboration du schéma directeur gestion des eaux pluviales est l'occasion de se poser ces questions-là. Et donc, au-delà de ces pluies qui ne peuvent plus être gérées, ben, il faut que nous, au niveau notamment via le PAPI, qu'on propose des mesures d'adaptation, notamment des mesures d'adaptation des bâtiments pour limiter les risques et la vulnérabilité. Bon, se pose aussi la question de la gestion en zone agricole, c'est pas quelque chose de simple. Et donc là, juste avant, on a vu un exemple qui était très intéressant là, sur la communauté de communes de la Gascogne toulousaine. Et là, on travaille actuellement donc, avec les collègues de gestion des eaux pluviales urbaines sur un zonage pluvial et ruissellement pour justement avoir une vue d'ensemble et traiter les problématiques pluie faibles, moyennes, fortes, exceptionnelles avec une vue d'ensemble. Voilà, pour passer assez rapidement et balayer un peu les différentes actions qu'on mène en lien entre inondation et urbanisme. Merci beaucoup, Martin, pour la présentation qui permet de voir que voilà, on a une vraie complexité. On mesure aussi le travail qui est fait à l'échelle de la métropole sur ces sujets. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un vrai enjeu à intégrer de la connaissance et les résultats du PAPI dans les plans locaux d'urbanisme communaux ou intercommunaux via les schémas de cohérence territoriaux ou non, et avec, j'allais dire, une acculturation des habitants qui quelquefois ont peut-être un peu oublié ce risque, puisque on vivait à l'abri des variations naturelles et le changement climatique accentue ce risque. Et ce qui m'amène vers l'exemple que Claire va présenter, où sur le papier Garonne-Girondine, effectivement, cet axe d'acculturation, sensibilisation est un axe majeur de travail. Claire, la parole est à toi. Bonjour, je vais être très rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps et vous non plus du coup. Mais de toute façon, l'ensemble des diapositives va être diffusé dans le diaporama et après, vous avez tout à fait la liberté de me recontacter si vous avez plus de questions. Donc effectivement, l'angle de cette présentation, c'est le papy Garonne-Girondine ou comment vivre avec les inondations. Je vous explique. Le bassin versant de la Garonne, c'est 55 000 km² sans le Violet, là, sans le Tarn, sans le Lot et sans le Tarn. Donc en fait, on est à plus de 70 000 km², me semble-t-il, sur tout ce bassin versant. Et donc le territoire de la Garonne-Girondine, c'est ce petit truc-là, à l'aval, qui concentre tous les écoulements de cet énorme bassin versant. Ce territoire, donc, c'est 55 communes, 5 EPCI. Comment je fais pour virer le pointeur? Hop, le curseur. Voilà. Donc, en fait, ce sont des communes qui sont riveraines de la Garonne, principalement. Elles sont toutes couvertes par un PPRI. Donc, on constate 3 zones particulières. Donc, à l'amont, c'est plutôt des débordements de type fluvial. Au milieu, on a une zone qui est très peu protégée et qui subit autant l'influence maritime que l'influence fluviale. Et à l'aval, on a une zone qui est à l'amont de la métropole bordelaise, qui, elle, est principalement impactée par des débordements maritimes. La vulnérabilité de ce territoire, c'est 58 communes, 10 000 habitants en zone inondable, 130 entreprises en zone inondable aussi, tout ça pour une occurrence de crue moyenne. Les crues historiques, donc bien sûr, on connaît celle de 1970, une des plus fortes, 1930 qui est la crue de référence,
1981, qui a une période de retour, qui est la dernière connue en date vraiment, qui a une période de retour entre 20 et 30 ans. Par contre, celle qui reste dans les mémoires, c'est février 2021, qui est une crue qui est similaire à celle de 1981, mais qui est un peu plus basse, mais qui en fait a fait renouveler l'image de la crue pour tous les habitants du territoire. Hop, donc ça, c'est l'obligation d'information. En fait, on est obligé d'informer les populations, et ça, c'est une compétence du maire. Donc, de mettre en place des DICRIM et des PCS, de diffuser l'information normalement dans des réunions publiques, d'afficher les consignes de sécurité, mais aussi d'obliger les acquéreurs l'information acquéreurs locataires dans toute transaction immobilière. Donc, tout habitant qui arrive sur le territoire est normalement informé des risques qu'il encourt en achetant ou en louant une maison sur ce territoire. Une des façons les meilleures d'informer, c'est, là on rejoint l'aménagement, c'est bien sûr d'afficher les repères de crue de façon très visible. Là, on est sur le quai de Langon, en Gironde. On a au sol donc le niveau NGF de la crue, c'est celle de 2021. Et on a ici l'échelle de crue. On se rend compte que effectivement l'eau peut monter très très haut sur ce territoire. Et enfin, les gens qui passent à côté de ça, ils peuvent pas ne pas dire qu'ils savent pas, quoi. Bon, ça c'est les actions qu'on a menées dans le cadre du PAPI. Je voulais vous présenter très rapidement, c'est un extrait de la vidéo. C'est le maire de Bari, une commune du territoire, qui en fait explique comment il informe les habitants de la crue. Est-ce que vous entendez ou pas? Non, là. Voilà, donc là vous êtes sur la mairie de La Réole. La crue de 1900, la plus haute connue ici, en fait, elle arrivait, voilà, ici. En fait, c'est là, la crue. Pour vous situer un peu le type d'inondation de ce territoire. Je vais aller très vite sur la suite. Donc, les outils qu'on a développés dans le papier, on a mis en place des nouveaux repères de crue qui permettent au territoire de marquer la crue de 2021, qu'on a réparti sur les communes impactées. On a fait aussi une grosse recherche documentaire sur l'historique des crues, ce qui nous a permis de qualifier les crues. C'est-à-dire que 1921, vous la voyez, 2021, elle est ici en orange. Donc c'était une crue importante, mais elle ne fait pas partie du top 10, quoi. À partir de ces photos, on a pu monter une exposition. Par ailleurs, on a aussi travaillé la sensibilisation des collèges sur le territoire du PAPI. Donc ça, c'est le département qui a travaillé sur cette action. On a travaillé aussi sur l'intégration du volet eau dans les documents d'urbanisme et notamment dans les PLUI. On a mené une grande enquête auprès de la population sur la base
d'un questionnaire Google Form et avec une communication importante afin de connaître les préoccupations de chacun des habitants et pouvoir mieux construire le PAPI à venir. Voilà, donc on est sur un territoire qui a peu ou pas de possibilités de protection parce que les protections qui existent sont pour des crues qui sont très faibles. Donc l'important de ce territoire, c'est surtout de vivre avec. Et donc dans le prochain PAPI, on va surtout travailler sur la réduction de la vulnérabilisation du bâti, la réduction de la vulnérabilité du bâti et sur l'information des populations, sur les compétences d'information et voilà. J'ai tenu le temps, hein. Parfait. Merci Claire, à la minute près. Merci à tous les deux là, pour la présentation de ces exemples. On voit bien, donc, comme je le disais, que du coup les PAPI forcément s'adaptent au territoire, puisqu'ils s'adaptent aux enjeux, aux aléas, et après évidemment aux vulnérabilités. Et voilà, ce qui nous semblait aussi au niveau du SMEAC, c'est de pouvoir travailler sur ce réseau interpapi qui permettent aussi de faire des retours d'expérience et de récupérer les bonnes pratiques. Prochain rendez-vous le 14 mars, donc sur ce format 9h30, 10h30 sur la question de la gestion des eaux pluviales. Bien sûr, vous retrouverez en ligne toutes les présentations de ce matin, puisque effectivement, on est allé à l'essentiel, mais il y a beaucoup d'infos à prendre sur les points précis que les uns et les autres souhaitaient approfondir. Et ah oui, c'est ça, on m'a demandé de faire passer une information, c'est l'agence d'urbanisme de l'aire toulousaine qui fait un colloque justement sur ces sujets et leur prise en compte dans l'aménagement qui se tient le 3 mars au matin. Donc, mon collègue Maxime est en train de mettre le lien dans le chat. Voilà, je vois qui arrive. Donc, n'hésitez pas à participer si ça répond à vos interrogations. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à nos intervenants qui jouent le jeu. Et je sais que l'exercice est toujours délicat de présenter en une dizaine de minutes des sujets qui sont complexes et sur lesquels il y a beaucoup de ramifications. Merci à vous et à dans un mois.